Et je me retourne et je lui dis, Mehdi. J'ai envie qu'il trouve que mon travail est cool et que je suis un mec cool, tu vois. Je vais à la photocopieuse, je prends une feuille, je sous-signe Monsieur Penquin Jérémy souhaite démissionner de mon poste de commercial au sein de la société Xina pour faire valoir ce que de droit, ma signature. J'ai une pression terrifiante sur je loupe le bon moment. Clairement, ça a sauvé notre couple aussi. Je te jure, j'avais l'impression d'être un narcotrafiquant à la frontière qui va passer des paquets. Alors, je vais parler à cette caméra-là, il y a toutes les personnes qui m'envoient des MP au moins une fois par semaine en me disant comment t'as fait pour devenir ambassadeur ? Jérémy, enchanté. Comment on va être bien à l'aise tout de suite ? Hey, salut David, enchanté. Jérémy Pennequin. Comment allez-vous ? Bien, et toi ? Très bien. Du coup, je suis très content de te recevoir pour le deuxième épisode du podcast L'Effet Papillon. Eh ben, merci de me recevoir. Je suis très honoré d'être le second invité, de passer après le grand Tony Jazz. Oh, c'est beau. Donc, bienvenue dans L'Effet Papillon. Je rappelle pour les personnes qui regardent la vidéo et pour toi également que l'effet papillon, c'est un effet que j'adore, qui part d'un événement anodin pour devenir un événement exceptionnel au fil du temps. Et on va se concentrer sur 3 effets papillons de ta vie qui t'ont marqué et qui ont impacté ta vie jusqu'à présent. Ça paraît hyper solennel comme ça. De fou. Déjà, je suis hyper content. Je voulais vous dire, je suis hyper content des retours sur la première vidéo. Elle a super bien marché. Beaucoup de retours, beaucoup de choses positives dessus. Donc, j'ai pris en compte les avis constructifs et on part sur un deuxième épisode avec un invité tout autant exceptionnel que le premier. Et je dis pas ça parce que le premier Il est derrière la caméra. Mais en fait, il faut que je le sauce, parce que si j'arrête de le saucer, après, il arrête de faire des trucs pour moi. Donc, je suis obligé. Hein. Alors, on va faire quelques petites questions pour apprendre à te connaître. Let's go. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce qu'il y en a qui ne te connaissent pas non plus ? Il y a plein de gens qui me connaissent pas. La terre entière ne me connaît pas. Alors, on va apprendre à te connaître. Allez. Du coup, non. Non. Tout le monde se trompe. Tout le monde, bah oui, forcément. C'est bizarre, on a du mal à se présenter par notre nom de famille. Penquin. Pennequin. Le prénom. Jérémy. Un surnom. J. Ton âge. La trentaine. Toujours pas, j'assume pas non plus. Il y en a qui portent des casquettes, il y en a qui disent la trentaine. Après, on va couper ça au montage. Métier. Là, c'est vaste. En général, je vais dire filmmaker, puisque ça couvre, toi-même, tu sais, on couvre beaucoup de métiers différents, mais voilà, donc filmmaker. À l'américaine. À l'américaine. Ton hobby ou tes hobbies? Ouh, j'en ai plein. On va dire que je suis geek et maintenant depuis 2-3 ans le sport. Quel genre de sport? Muscu et vélo. Petite Okay. dédicace au poteau Kevin de Dynamo. Magnifique. Une chose illégale que tu as faite dans ta vie? Dans le passé. Est-ce que tu as fait des choses illégales? J'en ai fait plein. La plus grosse, il y a prescription. La plus grosse? Non, pas la plus grosse. La plus grosse, je te la raconterai. À part la plus grosse, je l'assume pas en podcast. Tu l'assumes pas? Non, je l'assume pas tout de suite en podcast. On va dire rouler sans permis. Très longtemps. Ok. Voilà. Avant que t'aies 18 ans ou parce qu'on t'a retiré le permis? Parce qu'on m'a retiré le permis. Bien joué. Ouais, j'en suis pas fier. Mais voilà, on y reviendra peut-être, mais une période de ma vie où j'étais commercial avant d'être filmmaker. Et voilà, pas le choix. C'est incroyable. Le commercial qui a pas de permis, c'est beau. Grand classique. Mais en vrai, c'est un grand classique. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que justement, t'as pas le choix que de parcourir des bornes et ton permis, en vrai, c'est ta vie. Donc voilà. Donc ouais, on va dire ça. Ok. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent? De faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Dans l'idée d'être ton propre patron et du coup Ouais, de c'est ça, d'avoir réussi à monter ma boîte et d'en vivre et que c'est pérenne depuis maintenant près de 10 ans. On va dire, ouais, c'est ma plus grosse fierté, je pense. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui misaient pas forcément là-dessus et ouais, un peu fier, on va dire, là-dessus. Je suis d'accord, bien joué. La chose qu'il faudrait retenir à ton enterrement? Ouais, on rentre dans le deep là, direct. Putain, c'est dur. Ouais, je me rappelle. Du coup, j'ai vu l'épisode forcément de Tony qui avait prévu une épitaphe, lui. J'ai pas prévu d'épitaphe. Lui, il a prévu un show. Ça va être Beyoncé quand il va mourir. Du coup, que j'ai été utile à certaines personnes. J'aimerais bien qu'on retienne ça. C'est beau. On va passer à l'effet papillon de notre rencontre. Ouais.
ce que j'aime bien montrer aux personnes qui regardent ce podcast le cheminement entre un événement à la base quand on s'est rencontrés ou quand j'ai rencontré Tony, etc. Une chose un peu anodine à la base. Voilà, on s'est connus dans l'adversité, mais ouais. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Ouais. Et au final, tu vois, ça a amené à des choses exceptionnelles. On y reviendra un peu plus tard. Il y a eu des trucs qui, moi en tout cas, m'ont vraiment beaucoup marqué, que ce soit professionnellement ou personnellement. Tu veux commencer ou tu peux commencer, vas-y, hein, si tu veux. Bah, du coup, ce qui a été fait, enfin, comment on s'est rencontrés, c'est en fait, on a un ami en commun qui est coach sportif, Étienne Sabatier, si tu regardes ce podcast, qui a une salle de sport à Bordeaux et qui, avant un été, au printemps, veut lancer un programme sportif ambitieux. C'est ce qu'on peut dire. Oui, s'il y a au-dessus d'ambitieux, je sais pas, mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Un truc de fou, où, en gros, c'est sur à peu près plus d'une semaine. Ouais. Inviter, du coup, sa salle avec les coachs, des participants, des vidéastes, des dronistes, des influenceurs. Bref, un joyeux mélange. Et ils voulaient faire ça dans les lieux les plus emblématiques de la région. Donc on a tourné sur la dune du Pilat, on a tourné sur des bateaux. Le bateau, c'était fou. Le bateau, c'était, ouais. La dune du Pilat, même le lever de soleil sur la dune du Pilat, c'était vraiment exceptionnel. On mettrait quelques images. Donc ouais, non, c'était vraiment exceptionnel comme rencontre, mais c'était très compliqué. On en a tellement chié à tous les niveaux. Je me suis engagé dans un truc, je pensais pas honnêtement que ça allait être si compliqué. En vrai, il le sait, Etienne, maintenant on en blague et on en a rediscuté plein de fois, mais ouais, c'était ultra ambitieux, à l'image d'Etienne, de toute manière. Pour revenir sur l'événement, donc du coup on se rencontre pour la première fois au Cap Ferré. Exact. Je me rappelle, c'était une fin de journée, il me semble. Oui. Tout le monde se retrouve dans les villas de la maison, enfin dans les chambres d'hôtel de la villa, pour se faire une première rencontre avant la première journée de tournage. Mm-hmm. Donc je te connais pas. D'ailleurs, je connais pas grand monde en vrai dans le lot. Il y avait Gibbs qui était en drone, il y avait une assistante à toi, enfin une amie qui t'a assisté. Ouais, Steph, exact. Steph. Toi, t'étais là. Il y avait Étienne, tous les coachs sportifs que je connaissais. Les participants, les influenceurs, je les connaissais pas non plus. Bon feeling, plutôt cool. Donc j'apprends. Avec ton gros Ronin. Je me rappelle, moi, la première chose que j'ai, la première image que j'ai de toi, c'est ton gros setup. Attends. Avec le gros Ronin, c'est un stabilisateur vidéo. C'est pas un surnom qu'on m'a donné. Non. Ouais, je te vois débarquer avec ça. Et alors, pour la petite histoire, moi, alors pas que je débute dans la vidéo, mais c'est mes premiers gros tournages, entre guillemets. Vrai. Donc je suis pas forcément hyper à l'aise. Et en plus de ça, c'est la première fois que je travaille avec du monde. Donc je te rencontre, toi qui as quand même fait quelques années d'expérience et t'as fait des trucs assez stylés. Du coup, je suis un peu impressionné. Non, mais t'as envie. Oui, je suis pas en concurrence avec toi, où je me dis pas, il faut que je fasse mieux que lui. Mais juste, j'ai envie qu'il trouve que mon travail est cool et que je suis un mec cool, tu vois. Genre, j'ai pas envie que tu penses que je suis un petit con ou que je me crois supérieur ou que je crois que je suis un ouf en vidéo, tu vois. Ouais. Je veux juste être bien et je veux juste que les mecs qui ont plus d'expérience que moi soient contents de ce que je fais, tu vois. J'étais là-dedans. Et donc on me dit que je travaille chez Sony, fait que t'es ambassadeur Sony, mais on en reviendra un peu plus tard. Et du coup, la semaine se passe. Hyper compliqué, franchement. Moi, je me rappelle, le premier jour, on se lève à 3h du mat. Je crois qu'on va se coucher, il est minuit, après le repas. On set-up nos vidéos, nos appareils, on met les caméras, les trucs, les chargeurs, on met tout. 3h du mat, le réveil sonne. Il faut qu'à 4h du matin, on aille sur la dune du Pilat. Ouais, on embarque sur des bateaux, on embarque sur des Zodiacs de nuit. Je te jure, j'avais l'impression d'être un narcotrafiquant à la frontière qui va passer des paquets. Alors le truc un peu confidentiel dont je voulais pas parler, mais voilà, ça a rapport avec ça. Le premier truc dont tu m'as parlé, est-ce que t'as fait déjà des choses illégales ? On n'est pas loin de ce délire-là. Ah, t'as déjà fait un délire comme ça ? Oh, wow. Voilà, non, on n'est pas très 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 loin. Ouais. Wow, ok. J'habitais dans le nord de la France à l'époque, j'ai grandi dans le nord à la frontière belge. Après, je te laisse imaginer, ton imaginaire en fait ce qu'il veut. On reviendra là-dessus une autre fois. Et donc voilà, là franchement c'était le premier jour, c'était tellement dur. On a dû monter, on avait combien de kilos de matos tous ? En tout ? Je sais pas, une trentaine de kilos. Minimum. 30, moi mon sac à dos c'est simple, mon sac à dos de base il fait 15 kilos.
Et entre les trépieds, j'avais un rail motorisé. Le rail, les lumières. Oui, il y avait enfer. je pense une quarantaine de kilos. Et Et on a escaladé du coup la dune du Pilat parce que le bateau nous a déposé au pied. au pied de la dune et on a dû monter jusqu'en haut par la mer. C'était très compliqué. Un moment incroyable, un moment hyper dur. Et bref, et donc du coup la semaine se passe, on fait plein de spots et tout, et on sympathise bien, De fou. plutôt cool et tout ça. Et voilà. Et après, au final, on s'était revus plusieurs fois. Et un événement, je pense, qui a switché dans notre relation, on va dire. J'ai l'impression que je parle de ma meuf encore une fois, putain. Je parle toujours de mes meufs quand je suis en Et podcast. oui, je suis ta deuxième go. C'est Aurélie Hurtolé, Ouais. qui est une designeuse de lunettes, Ouais. qui m'envoie un message. Elle me dit: j'ai une collection de lunettes qu'on veut shooter absolument à New York. C'est une collection New York. On va à New York pour tourner. Moi, je suis un mec des States. Ouais, je suis allé 5 fois à New York. J'ai fait mon stage. T'as vécu là-bas. J'ai vécu 1 an là-bas. Ouais. J'avais mes colocs et tout. Bref, c'était un autre temps, une autre vie que j'avais. Et donc Aurélie me dit ça. Je dis oui, évidemment. Et là, elle me demande, alors il faut des photos, des vidéos, un vlog. Et je fais wow, ça fait beaucoup là pour une personne. Et du coup, elle me dit, amène quelqu'un avec toi. Et là, direct, je pense à toi. Ouais, c'est trop gentil. Et je te dis, mec, go, on va à New York. On va à New York, tu fais les vidéos. Moi, je m'occupe du shooting photo et je fais le vlog. Et on a passé une semaine, mais C'était ouf. intense, Ouais. hyper dur. Mais moi, c'était un de mes rêves. Jusqu'à présent encore professionnellement, c'est, je pense, mon plus gros rêve que j'ai réalisé. On a refêté ton anniversaire là-bas d'ailleurs. On a fêté mon anniversaire là-bas et ce qui est fou, c'est que 10 ans auparavant, moi j'étais stagiaire à New York et mon rêve c'était de retourner travailler pour moi à New York. Et j'arrive à New York et là je shoot une campagne et puis je suis trop content des photos, je suis trop content des vidéos que t'as faites. Enfin bref, c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment exceptionnel et là on se retrouve là-dessus. Enfin, le truc c'est qu'on était partis là-bas pour taffer et chiller. Et en fait, on se rend compte que tous les deux, de toute manière, à partir du moment où on taffe, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est là pour taffer, en vrai, le côté chill, le soir, on en a profité un tout petit peu, mais en vrai, on est tellement à fond, on se met tellement la pression pour sortir le maximum pour nos clients à chaque fois. C'est ce que tu disais, même avec Etienne. Et ouais, l'idée vraiment était complètement dingue et très, très content du résultat. De fou. Donc voilà, et puis maintenant on est devenus vraiment très très proches et puis maintenant on fait plein de choses ensemble. On s'influence mutuellement dans nos achats. Et on s'influence négativement sur nos achats. C'est-à-dire que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acheteur compulsif. Et il achète, C'est un acheteur compulsif. il achète que des choses au-dessus de 500 €. Voilà. Minimum. Du tout. Minimum. Si ça coûte pas moins de 500 €, il prend pas. Et le problème c'est qu'il m'influence très négativement là-dedans. Et donc on se retrouve à acheter des vélos à 2000 balles alors qu'à la base on n'avait pas du tout ce besoin-là. Absolument pas. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez absolument pas. Donc voilà, donc l'effet papillon, c'est vraiment de se dire qu'à la base, on s'est juste retrouvé sur un shooting, sur un tournage d'une semaine, comme beaucoup font. Et après, bon, chacun se dit au revoir, et puis il n'y a pas de lien qui se crée, il n'y a pas d'affinité. Il y a vraiment le côté, en vrai, vraiment, ce que je retiens, moi, vraiment, c'est l'adversité. Et tu vois, quand t'es obligé de t'entraider, il y a des fois, t'as cadré pour moi, justement, t'as tenu des caméras sur le bateau, il me semble que tu m'as aidé. Enfin, et ouais, le fait, forcément, quand t'es dans la galère et que t'es obligé de t'entraider, il se crée des choses où, en temps normal, si juste on se croise, on prend un verre dans un resto, enfin, on se serait recroisé avec la même équipe, juste prendre un verre un soir, potentiellement, je pense qu'on se serait pas revu par la suite. Ouais. Mais là, on a créé des affinités, on a galéré ensemble, et on a le point commun de la vidéo et de la création d'images qui fait que forcément, on devait se revoir. Bah, pour moi, alors oui, il y a tout ça, mais moi, il y a un truc supplémentaire qui m'a fait, on va dire, donner envie de te revoir et de dire putain, ce mec, il est vraiment cool et tout, c'est que tu te prends pas du tout au sérieux. Non. Et tu te prends pas pour un mec très chaud alors que tu l'es. Non Bah, plus, mais- tu diras, parce qu'il y a une deuxième chose que vous ne savez pas, c'est qu'il n'aime jamais son travail. Le mec, il fait des images de fou pour des restas et il trouve que c'est ok. Donc, bref, moi je te le dis, t'as vraiment un talent de fou dans la vidéo et tu fais des putains d'images. Et pour autant, tu te prends pas au sérieux et tu vois, t'es ambassadeur chez Sony, ta femme est aussi là-dedans, Ouais. vous êtes reconnus dans ce milieu, dans le mariage, etc. Vous faites des trucs à l'étranger, vous faites des choses pour des stars et tout. Mais 10 000 personnes se seraient déjà vantées, auraient déjà pris le boulard. Enfin, tu vois, ça aurait été des restats déjà. Ouais, non, Et toi, bah, pas du tout. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, il y a toujours meilleur que toi. Et en vrai, tout ce que tu construis, tu sais que ça peut s'effondrer du jour au lendemain.
et rien n'est acquis. En fait, voilà, c'est pas de la fausse modestie, c'est pas, Non, c'est vraiment juste de se dire que, et en vrai, on a tout le temps à apprendre de tout le monde, donc de qui que ce soit, tu vois, constamment. Donc non, Ouais. pas de prise de tête de ce ça, j'ai côté-là. kiffé. C'est gentil. Donc voilà. J'aime ce podcast. Ah, je te sens. Franchement, c'est agréable. J'aime C'est bien très saucer très mes agréable. invités. Merci beaucoup. On va passer à tes effets papillons. Oui. Donc, une chose anodine à la base qui a changé de façon irréversible ta vie. Ton premier effet papillon, c'est d'être devenu vidéaste, du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce qui s'est passé avant, ce que tu faisais avant, et ce switch qui t'a fait changer et qui t'a fait te dire, allez, je quitte tout et je deviens vidéaste? Wow. Mais comme beaucoup de gens aujourd'hui dans la vidéo, je pense, je connais peu de monde qui a fait une école de vidéo, une école de photo. Donc moi, je suis pas du tout issu de ce milieu-là. Moi, à la base, j'ai une licence en sciences et techniques pour l'ingénieur. Spécialité génie civil, construction de pont. Voilà. Donc, rien à voir avec la vidéo. Vraiment rien à voir. J'ai fait des études voilà, comme ça. Et je me suis retrouvé commercial. Et j'ai fait commercial dans plein de boîtes. J'ai vendu plein de trucs. Toutes les merdes possibles et imaginables. Fais-moi un petit florilège. Des fenêtres, donc tout ce qui est fenêtres, porte d'entrée, porte de garage, enfin tout ce qui a trait à la maison, des vérandas. Ensuite, je me suis retrouvé à vendre des assurances, des mutuelles. Je repense à d'autres choses illégales. Ta première question, elle m'a traumatisé en fait. Ensuite, après ça, des cuisines. Donc ouais, vraiment plein de trucs différents. Okay. Et dernièrement, mon dernier post, c'était chez Xina, les fameuses cuisines Xina. Voilà. Tu mettras. J'allais dire merci, tu mettras le spot en son derrière. Je te le fais. Voilà. Je fais le jingle. Les gens l'auront dans la tête pour toute la journée. Et ça faisait 5 ans que je bossais pour eux. Avec, en tant que chef, c'était l'un de mes meilleurs potes. À l'époque, Mehdi. Voilà, c'était plus qu'un pote. T'étais à Bordeaux? Non, j'étais dans le nord de la France. Enfin, j'étais à côté de Rouen à ce moment-là, à Barentin. Wow. Voilà, c'est paumé, personne ne va là-bas. Les Parisiens passent par là pour aller à Deauville, mais sinon, personne connaît. Donc, donc je travaillais là-bas, tout se passait plutôt bien, mais tu sais, c'était métro, boulot, dodo. Et le truc pour moi le plus compliqué quand t'es commercial, c'est d'effacer les chiffres. En fait, tu travailles du 1er au 31, et le 1er du mois d'après, t'effaces le tableau et tu recommences à zéro. Et constamment, ta vie, c'est ça. C'est horrible. Honnêtement. Et quand tu fais ça, ça faisait presque 10 ans que je faisais ça. En plus, t'as les objectifs à atteindre à la fin du mois. Alors, non, on te dit que les objectifs ne sont pas faits pour être atteints, ils sont faits pour être dépassés. Voilà, c'est une phrase typique de commercial, tu vois. La phrase du manager. Non, clairement. Donc, tu vois, je suis encore matrixé. J'ai plein de phrases comme ça souvent qui résonnent dans ma tête, qui viennent de ce milieu-là. J'ai appris beaucoup de choses, encore une fois, et ça m'a servi. Mais il y a pas mal de choses aussi que je veux mettre de côté, que je veux oublier. Et justement, le fait d'être à son compte, souvent on me dit ouais, ça doit t'aider d'être commercial, d'avoir été commercial. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui, si ça pourrait me servir, mais je veux plus m'en servir. Et en fait, t'es pas là-dedans, je trouve, en plus. Non, en fait, moi, la beauté aujourd'hui de ce que je fais, je trouve, c'est que les gens viennent me chercher pour mon travail. Moi, j'ai rien à vendre, en fait. Au final, les gens voient mon travail. Alors, il y a quand même un côté marketing, entre guillemets. Et on pourra en parler si tu veux, c'est intéressant. Mais derrière, en fait, ce qui est agréable aussi, c'est que tu as des gens qui viennent te chercher à l'autre bout du monde pour un mariage en disant je me marie à Bali, je me marie en Thaïlande, je me marie à Miami et je te veux toi et personne d'autre. On va revenir justement sur ça. Ouais, désolé, du coup, je spoil un peu la partie d'après. Mais donc, du coup, commercial pendant 5 ans chez Xina, tout se passe plus ou moins bien. Mais cette pression constante du chiffre d'affaires, de recommencer à zéro, l'évolution où, en gros, tout ce qu'on te promet derrière, c'est peut-être potentiellement diriger un magasin ou plusieurs magasins. C'est pas très excitant. Ça faisait 6-7 ans que j'étais avec Béa déjà à l'époque. Et elle qui était déjà photographe. Donc Béa, la personne avec qui tu partages ta vie. Copine, exactement. Ah. Qui était photographe, qui voyageait, qui rencontrait du monde. Donc elle était déjà là-dedans. Exactement. Elle faisait son truc, ça déroulait et tout. Et toi, t'étais commercial à côté. Exactement. Okay. Et donc, tu vois son travail. Je vois son travail. Tu la vois au quotidien. C'est ça. Je comprenais rien. À l'époque, j'allais avec elle à la Fnac, elle montrait les objets, elle me dit ça, c'est un 24-70 2.8. Un quoi? Je m'en foutais. On est tous passés par là. Franchement, c'était un truc de fou. Je comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Je voyais juste les résultats finaux. Je me disais, ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. En gros, c'était ça. Ouais, mais t'avais pas affiné ton truc. Du tout. Et un matin comme les autres, je vais au taf et j'avais ce genre de pote chef ultra maniaque. Tu sais, genre, il faut que le téléphone il soit comme ça, la tasse elle est comme ça. Et genre, si tu fais ça, le matin, il savait qu'il fallait remettre son clavier comme ça. Bref. Et tous les matins, c'était les mêmes questions. Jérémy, t'as fait ça, t'as rappelé tel client, est-ce que t'as pensé à faire ci, est-ce que t'as pensé à faire ça? Et je me retourne et je lui dis, Mehdi, va te faire enculer. Il me dit quoi? Tu mettras un bip, hein, si tu veux, désolé. C'est vraiment ouais, je lui dis, Mehdi, va te faire enculer. Il me dit quoi?
Je suis parti à la photocopieuse, mais je me revois le faire, hein. C'était il y a 10 ans et je me revois le faire encore. Je vais à la photocopieuse, je prends une feuille, je sous-signe Monsieur Penquin Jérémy souhaite démissionner de mon poste de commercial au sein de la société Xina pour faire valoir ce que de droit, ma signature, je vais poser sur le bureau et j'ai fait, je rentre chez moi. Ah, t'as pété un plomb. Vraiment. Comme ça. Comme ça. Pas du tout prémédité. Absolument pas. Ça faisait pas genre une semaine que tu réfléchis. Absolument pas. Juste, il t'a posé avec quelqu'un, il fait vas-y. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais pas encore 30 ans à l'époque, donc je te laisse du coup calculer mon âge. Mais du coup, ouais. Et je suis rentré à la maison en pleurs, je suis allé voir Béa et je lui dis j'ai plus de taf. Oh waouh. Ouais. C'était quoi sa réaction? C'est pas grave. Compréhensive. On attend de voir. On a laissé déjà passer la journée, juste histoire de décompresser. Le lendemain, mon franchisé m'a rappelé. Il m'a dit Jérémy, écoute, et je le remercie encore, monsieur Merzouya, si vous voyez cette vidéo, je pense pas, mais bon. Il me rappelle, il me dit Jay, tu sais que tu perds tout. Enfin là, tu pars, tu démissionnes, t'as rien, t'as pas d'aide, t'as pas de chômage, t'as que dalle. Donc il me dit reviens, forme quelqu'un à ta place. Comme ça, lui, il perdra moins de chiffre d'affaires. Mais reprends quelqu'un qui reprendra ton poste. Et derrière, on fait une rupture conventionnelle et on s'en va, on se quitte bons amis, quoi. Et si tu veux revenir, la porte reste grande ouverte. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis resté 3 mois de plus. Ouais, je suis redescendu en pression. T'es redescendu et t'es retourné. Et par contre, le lendemain, quand t'as revu ton chef. Non, mais après, je te dis, c'est un pote. Mehdi, on avait déjà bossé dans d'autres boîtes ensemble. Il a très bien compris et il a vraiment compris que c'était vraiment la goutte d'eau et que c'était pas dirigé contre lui, c'était vraiment un ensemble de choses. C'était toi qui te sentais mal. Exactement. Ok. Et donc voilà, donc rupture conventionnelle. Et à l'époque, je suis parti donc avec un petit billet quand t'es au chômage en fait. Alors je pense que c'est toujours d'actualité. Et ce qui est génial en France, c'est que du coup, t'as le droit à l'ACRE. Donc en fait, ils te disent bah voilà, t'as le droit à X milliers d'euros. Tu peux débloquer 50% tout de suite et 25% après dans 6 mois. Et ça te fait un capital en fait pour monter ta boîte et potentiellement acheter du matériel. Voilà, donc j'ai fait ça. Et t'as acheté du coup ton matos. Parce que donc là, tu fais les 3 mois de préavis, etc. Tu formes quelqu'un. Allez, merci, les 3 mois sont passés, tu rentres chez toi, c'est fini, au revoir. C'est vidéaste que tu veux faire? Non, je sais pas. C'est Béa qui me tend une perche et qui me dit pourquoi pas photo, vidéo. Alors photo, impossible. Impossible de rentrer en concurrence avec moi. On y reviendra de ça aussi. Ouais, si tu veux. Donc du coup, je dis vidéo, essayer de faire un peu de vidéo. Donc t'as vraiment juste comme ça? Ouais, clairement. Ok. Du coup, je suis parti à la Fnac, j'ai acheté un D3200 à l'époque. C'était un Nikon? Ouais, exactement. Ça devait valoir 400 €. Et je suis allé sur les terrains de cross, je faisais de la motocross à l'époque. Et je suis allé filmer des potes sur les terrains de cross et ça a commensé comme ça. Et t'as testé le matos, t'as commencé à bidouiller tous les réglages, à savoir comment ça marche. Exactement. Et t'as kiffé? Te fous. En fait, le truc, c'est que je suis très geek à la base. Et tant que je comprends pas, il faut que je ponce le truc dans tous les sens pour comprendre vraiment comment les choses fonctionnent. Okay. Mais du coup, ça m'allait très bien. Donc, comprendre comment le matériel fonctionnait, comment comprendre un logiciel de montage fonctionnait, la colorimétrie, et ainsi de suite. Et en fait, une fois que j'ai commencé à mettre le doigt dedans, c'était fini, quoi. Et comment t'as eu tes premiers clients, du coup? Et est-ce que c'est arrivé longtemps après? Grosse chance. En fait, BAF, c'est déjà du mariage. Et quand on s'est associé, en fait, alors j'ai commencé en sous-marin. Je voulais pas être associé à son nom. Parce que c'était déjà quelqu'un qui était connu, entre guillemets, reconnu dans le milieu. Pourquoi tu voulais pas t'avais un peu le syndrome de l'imposteur ou de manière, même sans même le vouloir, de toute manière, très longtemps, j'étais le mec de BA. J'ai pas été Jérémy, tu vois. J'étais le mec de BA qui fait de la vidéo les 3 à 4 premières années. Il fallait que je fasse mes preuves. Et l'idée, c'est que je voulais qu'on se dise, tiens, ouais, ce qu'elle fait en photo, c'est cool. Et ouais, putain, ce qu'il fait en vidéo aussi, c'est cool. Leur binôme est cool, tu vois. Mais pas juste, ah ouais, ils sont un binôme photo-vidéo et les photos, elles déchirent. Voilà. Donc j'ai monté ma boîte qui s'appelait Pressplay Vidéo. Ouais, c'est horrible comme nom. Ça, c'est tellement un nom des années 90. De fou. Pressplay. Et le logo, c'était un lecture, le logo lecture. On parle d'il y a 10 ans, frère. C'était 2014. C'est comme les jeux de mots des salons de coiffure. Oui, c'est ça, récréatif. Imagine R. Il y en a plein, on peut t'en faire plein, franchement, j'adore ces trucs. Okay. Bref, et donc tu montes ça en indé, t'es tout seul, t'es en auto-entreprise. C'est ça, auto-entrepreneur. Béa, elle continue à faire ce qu'elle fait, son travail, etc. Tout à fait. Toi, comment tu commences? C'est quoi tes clients? Coup, Béa faisait du mariage et l'avantage, c'est que je lui ai dit, écoute, tes 3-4 prochains mariages, je t'accompagne gratuitement, les gens vont pas dire non, et je leur fais une vidéo gratos, tu vois. Et je vois si ça me plaît déjà. Ok. Donc travailler gratuitement au début pour déjà toi faire ton book. Exactement. Te tester sur la technique parce que t'es pas encore au point. Clairement pas au point. Et au moins si tu fais des erreurs, de toute façon c'était gratuit. Zéro pression, exactement. Pas d'engagement financier. Tu l'as pas demandé, donc au pire il y a rien.
au mieux t'as une vidéo. Exactement. Et au pire, moi surtout, si ça me plaît pas, j'ai toujours possibilité de faire marche arrière et soit reprendre une activité de commercial ailleurs et de me dire, voilà, je me suis pas commit dans un sujet et je peux revenir en arrière et... D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, on fait une aparté, qu'est-ce que tu penses de quand tu débutes une activité ou quand tu veux changer d'activité ou quand tu veux changer ta... On reste dans la photo-vidéo, par exemple, actuellement, si tu veux changer de concept, changer de style de vidéo, est-ce que tu trouves que c'est bien de commencer gratuitement ? Parce que tu sais, il y a un débat de... imaginons tous les vidéastes, s'il y en a qui commencent à faire ça gratuitement, tu vois, ça fait baisser le... De toute manière, tu sais très bien qu'en commençant gratuitement, tu finiras pas, enfin, tu peux pas faire du gratuit toute ta vie. Donc, non, c'est pas un mal, je pense, en tout cas, moi, mon avis. Il faut que par contre, la personne pour qui tu vas travailler gratuitement comprenne la valeur de ce que tu fais. Tu vois, tu peux effectivement fournir quelque chose de gratuit, mais il faut qu'il estime ton temps de travail, il faut que le produit final, encore une fois, je repense à un message que tu as reçu il y a pas longtemps, que tu m'as envoyé, où ton client te dit ça va finir sur les réseaux sociaux. Cette phrase, ça va finir sur les réseaux, ça m'a... Mais je te dis, alors je fais attention moi des fois à ce genre de truc et je me dis, c'est toute la valeur que tu donnes à mon travail en fait, que ça finisse sur les réseaux. Non, l'idée, ça tu balances... C'est ça, non, le but c'est d'alimenter, de venir, tu vois, enfin tu peux présenter les choses mieux encore une fois. Bon, pour faire la partie de ce message, déjà tout le message en entier était éclaté, donc il y avait peu de chances que... Non, ça aboutisse à quelque chose de sérieux. D'ailleurs, deuxième aparté, j'ai pris un vue. J'ai donné le prix, je suis resté en vue. Normal, la base. Mais c'est pas grave, et encore une fois, voilà, il a pas perdu, enfin, t'as perdu un petit peu de temps, mais voilà, tu perds pas ton temps et lui non plus. Et donc du coup, tu commences tes premiers mariages gratuitement avec Béa. C'est ça. À ce moment-là, t'es pas encore... dans ce truc-là de je vais me focus sur le mariage et tout. Là, pour l'instant, t'es juste dans un truc un peu libre. En fait, je vois avec Béa rapidement. En fait, dans le mariage, et bizarrement encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce que je vais te dire là maintenant, c'est toujours valable, il y a un boulevard. C'est-à-dire qu'il y a des vidéastes de mariage en France. Je peux t'en citer, une quinzaine peut-être, et ça s'arrêtera là. Par contre, des photographes, tu shootes dans un arbre, il y en a 40 qui tombent, tu vois, et des très bons photographes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire sa place aujourd'hui en photo de mariage, en photo sociale. Tu peux y arriver, encore une fois, rien n'est fermé. Mais en vidéo, si tu sais pas par où prendre le métier, il y a plein d'inconvénients, il y a plein de choses, on peut en parler, mais qui mettent énormément de pression dans ce métier-là. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, mais je crois que tu t'avais dit jamais de la vie je ferais du mariage. Moi, j'ai toujours dit, au début, pareil, j'ai pas fait d'études et tout, je fais pareil que toi, je prends un appareil photo, je vais chez Panajour, je demande 1 milliard de conseils, j'y retourne 12 fois, ça dure 6 mois, je fais, allez, ok, je prends celui-là, je teste, je me dis vers quoi je vais me diriger, alors moi j'ai eu de la chance, c'est le bouche à oreille qui a marché direct, c'était un client parce que j'avais ma boîte avant dans la food tech, une application, j'avais contacté, c'était Little Donuts, je me rappelle. Je les ai contactés pour qu'ils soient partenaires de notre application. Il m'a dit pas pour l'instant parce qu'on va se lancer, donc on attend de voir comment ça marche. 1 an après, il me recontacte. Moi, j'ai fermé l'application et j'ai lancé ma boîte de photo-vidéo. Et il m'a dit, du coup, on est chaud pour rentrer dans ta boîte en tant que partenaire. Et je fais, j'ai plus de boîte de food tech. Par contre, maintenant, je fais de la photo-vidéo. Et il me dit, tiens, c'est marrant parce que moi aussi, je cherche à créer du contenu parce que les réseaux sociaux, ça prend... de plus en plus d'ampleur, il me faut du contenu. On fait un test. Okay. Et ça s'est super bien passé, et après que du bouche à oreille. Mais t'avais déjà un gros réseau, effectivement, à la base. Tu connaissais déjà... mais oui, je connaissais beaucoup de monde autour de ça. Et c'est vrai qu'on m'a proposé plusieurs fois de faire du mariage. Des fois, je reçois des messages privés, etc. Est-ce que tu peux filmer notre mariage l'année prochaine et tout. Je refuse catégoriquement de faire du mariage. Déjà parce que je suis pas méga fan des mariages. Quoique j'ai changé d'avis, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je suis pas fan d'un mariage de gens que je connais pas. C'est pas un truc qui m'attire de fou. Et en plus de ça, j'ai une pression terrifiante sur je loupe le bon moment. Parce que, imaginons, tu filmes le passage de la bague, t'es flou. Ce qui peut arriver par hasard. Ou quelqu'un passe devant, ou il y a une merde. Et tu peux pas faire. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste enlever la bague et la remettre, s'il vous plaît ? Non, c'est impossible. Et je gère très très mal la pression. Ça me rend très vite malade. Mais pareil. Du
coup, je suis obligé. En vrai, pareil. Et pas encore cohérent. aujourd'hui. Non, mais si, c'est vrai. Et je te dis, ça va un tout petit peu mieux. Aujourd'hui, je te parle 10 ans plus tard, parce que j'ai mis en place certaines choses qui me permettent de me sentir mieux, en vrai. Des automatismes, bêtement. Je fais systématiquement les mêmes choses. Comment je vais préparer mon sac la veille, comment je vais ranger mon matos, comment. Ça me fait un peu penser à la vidéo de Zinedine. Il reste toujours la chaussette droite. Toujours. C'est exactement ça. Mais en vrai, ça marche, ça me rassure. Et de savoir que tout est tout le temps au même endroit, quelque part. J'ai pas besoin de réfléchir. Donc, si j'ai pas besoin de réfléchir. Du coup. Un peu beaucoup, ouais. Ouais. Mais du coup, pas besoin de psychoter parce que je sais que les choses vont bien se passer, parce qu'à chaque fois que je fais les choses comme ça se passe bien. Et mais ouais, il y a énormément de pression. Moi, toutes les veilles de mariage, je suis malade à crever. Il y a des choses que je mange pas à la veille du mariage parce que je sais que voilà, ça va pas être ouf. Non, vraiment. Ça, c'est dingue. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce qu'on fait, tu vois. Encore une fois, on pourra en reparler par la suite si tu veux, mais il y a vraiment un but concret. On est utile aujourd'hui en tant que vidéaste de mariage. C'est pas comme quand tu fais un Reels pour des donuts, par exemple, qui vont être vus une fois, hop, les gens vont swiper et puis ça passe dans les abîmes, tu vois. Oui, toi, c'est quelque chose sur. Tu t'inscris dans le long terme avec ça parce qu'ils vont revoir cette vidéo et qu'ils auront un souvenir indélébile de ce moment-là. Exactement, ça fera Jusqu'au partie de leur divorce. patrimoine. Ah putain, t'es vraiment pas romantique. En plus, t'es un vrai romantique. Là, tu fais genre. Sujet suivant. Allez. Et donc, pour finir cet effet papillon-là, Ouais. donc c'est vraiment ce ras-le-bol général Ouais, clairement. qui t'a poussé à te dépasser parce qu'en plus, ce que je trouve dingue, c'est que, comme tu dis, il y a des écoles, mais en vrai, je connais personne qui a fait une école de photo-vidéo. C'est juste l'envie de changer de vie, d'arrêter d'avoir ces chiffres-là permanents, cette pression, ce métro boulot dodo, et tu voulais un peu vivre ta vie. Est-ce que tu penses pas aussi que le fait que ta copine soit là-dedans et que tu vois sa liberté, ça t'est aussi... parce que tu voyais son chiffre d'affaires, tu voyais sa créativité, tu voyais Je voyais pas ses tant clients. ça. Non, Moi, tu voyais pas ça en vrai, avec le recul, maintenant, on en parle et on a désamorcé le truc, hein, mais clairement, ça a sauvé notre couple aussi. En vrai, c'était pas tant ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Béa, maintenant, ça va faire 16 ans qu'on est ensemble. Ça commence à faire un bail. Mais les 4-5 premières années, rapidement, en fait, on s'est retrouvé à vivre des vies différentes. Quand t'es avec quelqu'un qui est entrepreneur, qui rencontre du monde, qui bouge beaucoup, et quand toi, t'es salarié ou t'as des horaires fixes, c'est dur de se caler en termes d'envie. Par exemple, moi, le week-end, donc quand j'avais mon week-end, le dimanche, je voulais kiffer, je voulais sortir. Elle, le dimanche, c'est un lendemain de mariage. Elle est fracassée. La seule chose qu'elle a envie, c'est de dormir. Au pire, Netflix et, tu vois, chiller. Ça me fait un peu penser à l'épisode 1 de l'effet papillon avec Tony, où on parle justement on parle un peu d'amour, et dans cette partie-là, c'était à la fin du podcast, on parle... Que tu remettras là. Tu te démerdes. On arrête avec les incrustations, putain. Et comme ça, moi, tu peux recliquer, tu mettras un lien cliquable. Et c'est vrai que du coup, on parlait de la différence entre quand t'es dans un couple de salariés entrepreneurs. C'est compliqué. C'est pas impossible, mais il faut être très compréhensif. Parce que, comme tu dis, toi, tu as une vie qui est plutôt cadrée du fait du salariat avec des horaires, etc. L'autre personne, elle peut prendre un peu plus son temps et tout. Mais c'est vrai que, par exemple, quand toi, tu as ton week-end, elle travaille. Et donc, du coup, si toi, tu travailles la semaine, elle travaille le week-end, bon, on se voit quand ? Et c'est encore plus compliqué quand tu fais de la photo ou de la vidéo de mariage, parce que là, on parle d'une saisonnalité. C'est-à-dire qu'en plus des week-ends, de juillet à septembre, les barbecues, les vacances, les trucs avec les potes, les sortes, tout ça, t'oublies. Ouais. Là, on va rentrer en plein dans le dur de la saison aussi. On sait que quand tu décides de faire ce métier-là, tu sacrifies beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et donc, y a un moment où, en vrai, on se rendait compte qu'on partageait plus grand-chose ensemble, on profitait plus ensemble. Et clairement, le fait de me mettre à mon compte et de travailler avec elle, ça a clairement sauvé notre couple. De fou. C'est dingue de penser comme ça, c'est cool. Mais mais elle le sait. Enfin, du coup, un très très gros effet papillon. Du coup. Énorme effet papillon. Ouais, clairement, j'aurais pas du tout la même vie aujourd'hui si j'avais pas quitté mon taf. Je devrais faire 50 kilos de plus. Je me taperais le bide comme ça, tu sais, avec la cravate, là, en mode Jean-Claude Convenant. Non, mais de fou, clairement. J'ai plein de potes qui sont encore restés et encore une fois, je les taquine, mais ils sont restés chez Xina et je les vois sur LinkedIn et tout ça. Xina. Mais ouais, ça aurait été clairement une autre vie et pour rien au monde, je regrette d'être parti, quoi. On va passer sur le deuxième effet papillon, Yes. qui est en rapport avec la vidéo toujours. Donc pour faire un peu la suite chronologique, donc du coup tu t'installes de plus en plus en tant que vidéaste, Ouais. tu bosses de plus en plus avec ta copine. Donc en gros vous séparez un peu votre travail, elle fait de la photo, toi tu fais de la vidéo et vous êtes un duo. Le duo qui s'appelle The Quirky. Qui est venu par la suite, ouais. Au début c'était Pressplay Vidéo et BDG.
Béatrice de Guigné. C'est vachement plus cool The Quirky. Et je rends à Béa, encore une fois, c'est elle qui a trouvé le nom. L'idée, c'était d'être un peu disruptif sur le marché, d'avoir un nom qui sortait du lot. Parce qu'à l'époque, on s'appelait tous, j'en sais rien, moi, Julie Petit, photographe. Ou alors production, Jean Production, Exactement. Comme ça, quoi. Exactement. Et l'idée, c'était de trouver un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Une image de marque. Exactement. Du coup, le deuxième effet papillon, ça va être d'être devenu ambassadeur chez Sony. Ouais. France. Ouais. Et ça, c'est quand même un truc qui est exceptionnel. Maintenant, je suis Sony Europe, moi, du coup. Oh, pardon, Oui, monsieur, s'il vous plaît, pardon, c'est important. pardon. C'est important. Ça m'a permis d'aller à Vegas, d'ailleurs, avec Sony. Magnifique. Ouais. Franchement, pour ceux qui s'intéressent ou qui sont dans la photo vidéo, Sony, c'est un peu genre Apple pour les smartphones, on va dire, pour la tech. C'est le Graal, tu vois. Quand t'as envie d'être reconnu... Aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Hein. Je suis d'accord. Aujourd'hui. Mais maintenant, quand tu dis t'es ambassadeur chez Sony, tu vois, ça claque. Ça a vraiment... c'est un vrai tampon que beaucoup de monde souhaiterait. J'aimerais savoir comment c'est arrivé, comment il y a eu ce contact avec Sony, et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, je vais parler à cette caméra-là. Il y a toutes les personnes qui m'envoient des MP au moins une fois par semaine en me disant comment t'as fait pour devenir ambassadeur. Réellement, genre recevoir une fois par semaine ou tous les 15 jours. Réellement, je te jure. Comment on fait pour devenir ambassadeur Est-ce Sony? qu'il y a des gens qui te demandent est-ce que tu peux me mettre en contact Oui. Ça arrive. Alors, vas-y. Parle-leur. Non, alors en plus, encore une fois, je rends à César ce qui appartient à César. Béa était chez Nikon. Béa, je te dis, ça va faire 18 ans qu'elle fait de la photo, 19 ans. Tu devais pas dire un truc aux personnes qui... Non, mais si, justement, c'est comment expliquer comment devenir ambassadeur, en fait. Mais voilà, donc il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Béa qui était donc chez Nikon, qui a commencé elle chez Nikon. Et au bout de 5-6 ans qu'elle faisait de la photo de mariage, un mec l'appelle en lui disant hey, écoute, c'est super cool ce que tu fais, j'aimerais pourquoi pas te rentrer dans le programme ambassadeur Nikon. Elle dit ouais, mais sauf que en fait moi j'ai commencé la vidéo moi avec du donc Panasonic, ensuite du Sony, et Béa a switché chez Sony en même temps que moi. Elle dit bah je suis désolé mais je travaille plus avec du Nikon, enfin il fallait m'appeler avant. Sorry. Donc elle a refusé le programme ambassadeur Nikon, ouais, tout à fait. Alors déjà, grosse paire de... Oui, ouais, après, en vrai, je pense qu'elle n'y a même pas pensé. On savait pas ce que ça représentait. C'est quand même... Ah, tu pensais pas? Parce que c'est quand même une... Tu sais, ton travail est valorisé quand tu rentres en ambassadeur chez quelqu'un. Ouais. C'est pas, ils prennent pas tous les pimpins du monde, tu vois. Du coup, je trouve ça quand même assez audacieux de dire non, désolé, je suis plus avec Nikon. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, elle a tellement kiffé à l'époque, c'est quand le premier A9 est sorti. À l'époque, pareil, Nikon, Canon, en termes de mirrorless, ils étaient à l'ouest. Sony vraiment a lancé le truc, a forcé sur ce type de boîtier-là il y a 10 ans. Petite pensée à Christophe Brachet, qui est un de nos ambassadeurs bordelais aussi. Ça pourrait être sympa que tu le rencontres. Avec plaisir, et vraiment, tu passerais un très très bon moment avec lui. Il est photographe de plateau. Donc il fait des photos pour Jean Dujardin. Enfin, il suit tout le cinéma français. L'appel est passé. Je te mettrai en contact. T'inquiète, il viendra. Et donc du coup, lui par exemple, il a donc essuyé tous les plâtres justement des premiers mirrorless. Et Béa, elle venait de switcher sur un boîtier qui était à l'époque unique, qui n'existait pas dans les autres marques. Donc impossible pour elle de dire non, je reviens chez Nikon et je reviens sur un réflexe. Elle était sur le D850. Je fais des petites parenthèses un peu geek, désolé, mais voilà, s'il y a des vidéastes, je sais qu'il y aura des vidéastes qui vont nous regarder. Il y a un peu de tout. Hein. Et donc du coup voilà, donc on lui dit non, écoute, bisous. Et ce gars, en fait, il s'appelait Guillaume Cuvillier, qui était responsable du programme ambassadeur Nikon, nous rappelle 1 an et demi plus tard en disant hey, coucou, moi aussi je suis passé chez Sony, j'ai quitté Nikon. Ça vous dit toujours, parce que j'aime tout le temps autant votre travail, est-ce que ça vous dit d'intégrer le programme Sony? Incroyable. Voilà. Et il vous l'a proposé les deux en même temps? Et donc du coup, en fait, c'est tombé pile poil un moment où on faisait une formation sur Ampara, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, une formation photo et vidéo de mariage. On la mettra en description. En description. Carrément. Et du coup, en fait, on vantait énormément le matos, le fait de travailler avec du Sony, ça a vraiment changé complètement notre façon de travailler. Et ils se sont dit, ah ouais, putain, en plus, ils parlent déjà de nous, ils mettent en avant nos produits sans même qu'ils soient déjà ambassadeurs. Donc, c'est vraiment, ils y croient. Donc, effectivement, on s'est proposé à ce moment-là photo et vidéo. Ils ont vu ce que je faisais. Ils m'ont dit, bah ouais, clairement, c'est cohérent de proposer un binôme chez nous. Et vous êtes rentrés ensemble, du coup? Et on est rentrés ensemble, du coup. Ouais. Et c'était il y a 7 ans maintenant. Incroyable. Ouais. Sur la formation, vous en parlez beaucoup, oui. Du coup, de Sony. Oui. À ce moment-là, donc du coup, ils vous repèrent, vous discutez ensemble avec ce contact. Finalement, vous rentrez ensemble. Qu'est-ce qui change? Plein de trucs. Est-ce que tu vois vraiment un switch pas du jour au lendemain, mais est-ce que tu vois un switch de avant on n'était pas ambassadeur Sony, maintenant on est ambassadeur Sony? Qu'est-ce qui a changé?
Ça dépend. Ça nous a mis un peu la lumière. En fait, il y a Sony Europe nous ont envoyé au Bardenas, enfin pas au Bardenas, c'est à Fort Bravo, c'est au sud de l'Espagne, pour tourner une vidéo, un spot sur nous. Improbable. Si tu tapes, que vous ouais, si tu tapes The Quirky, Ok. si tu tapes The Quirky Sony sur YouTube, tu devrais tomber sur cette vidéo. On mettra aussi la vidéo en description. Où ils ont fait un trailer épique. Je crois qu'il doit avoir 1 million de vues. Oh, wow. Ouais, je pense quelque chose comme ça sur YouTube. Impressionnant. Mais pourquoi sur vous? Pour nous mettre en avant, en fait, parler de nous, parler de mettre en avant bien sûr les produits Sony et notre style. Ils font ça tout le temps? T'as toujours des pastilles sur les ambassadeurs et ils font un espèce de trailer pour mettre en avant le travail des ambassadeurs et mettre un peu le spotlight dessus. Je l'ai pas vu. Bah voilà, écoute, tu regarderas. Description. Ouais, alors je n'ai pas du tout la même tête, Béa non plus n'a pas du tout le même physique, encore une fois on parle d'un truc il y a 10 ans. Vous avez changé physiquement. De fou, complètement. Et donc du coup ça nous a effectivement mis un peu en avant. Il y a, chez certains clients ça aide d'avoir cette étiquette pour le corpo, pour le pro ça aide énormément, ouais. Ça rassure. Pour les mariés, ils s'en foutent. Vraiment, ça leur fait ni chaud ni froid. Une fois de temps en temps, oui, on a des mariés qui vont se dire ouais, nous, on a des ambassadeurs Sony comme photographes. Mais c'est très rare, ils s'en foutent. Qu'est-ce que tu... Alors du coup, tu disais, on me demande souvent, comment on fait pour entrer chez Sony et tout. Ouais. Ça serait quoi les... Alors, je parle pas forcément de Sony. Pour n'importe être quelle ambassadeur d'une marque que tu aimes, ça pourrait être autant Nikon, Panasonic, DJI, pour des lumières, pour n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaiteraient en tout cas se faire approcher, ou du moins qu'on les remarque. Être une référence dans ton domaine. Nous, c'est pour ça qu'on est venu nous chercher. On est dans une niche photographe ou vidéaste de mariage. On est venu nous voir en disant, voilà, effectivement, vous faites référence dans ce que vous faites. Donc, si tu es photographe d'architecture, si tu es photographe animalier, si tu es photographe de cinéma, par exemple. Par exemple, chez Sony, on a vraiment un photographe par corps de métier. On a un photographe de guerre qui travaille dans les agences MIOP. On a photographe de plongée sous-marine également avec Alexis. Donc on a vraiment, si tu veux vraiment te faire repérer par une marque, c'est d'être une référence dans ton domaine. Et c'est encore plus simple quand tu es dans une niche en fait. Et comment tu fais pour te faire repérer? Comment cette marque-là peut te... Est-ce qu'il faut faire du contenu sur les réseaux avec... Ouais, ça. Alors, c'est quoi les meilleures méthodes pour essayer d'avoir la petite lumière? Il y a plus simple. Toutes les marques font des concours. Sony, par exemple, a un concours, les Sony Filmmakers Awards et les WP, je sais plus, ils vont me pourrir, je me rappelle plus. C'était à Londres, là, il y a le mois dernier, où ils ont remis le prix. C'est une photographe française qui a gagné, c'était un concours européen. Oh, magnifique. Et ouais, encore une fois, Cocorico, une française qui a gagné ce concours-là. Et donc, participer au concours des marques, mine de rien, ça donne vraiment un spotlight sur vous. Nikon, tu as les 24 heures pour tout ce qui est vidéo, tu participes aux 24 heures. Canon aussi doit faire certainement ce genre de concours, donc participer à leur concours, taguer les marques effectivement sur les réseaux sociaux. Après, vraiment, il faut différencier. Il y a deux choses. C'est soit tu veux être ambassadeur, soit parce que tu es reconnu pour ton travail, soit parce que tu as une communauté qui te suit. Et à ce moment-là, tu es plus dans le côté youtubeur, influenceur, tu vois. Okay. Et là, dans ce cas, tu vas être vraiment pointu dans le test du matériel, peut-être. Ça peut être une façon aussi. Okay. Je sais que nous, chez Sony, on a certaines personnes, alors ils ne sont pas considérés comme ambassadeurs, je crois qu'ils appellent ça des créateurs chez eux. Des avantages. Parce que Jérém, du coup, en étant ambassadeur chez Sony, oui. Vu que c'est un ami, je vais chez lui. Et chez lui, pour ceux qui aiment les choses un peu geek, photo, vidéo et j'en passe. La porte d'entrée est blindée, il y a une alarme chez moi, bien évidemment. Alors oui, mais quand t'as passé ça, voilà. C'est Toys R Us. C'est un mix de Toys R Us, Panajou et la caverne d'Alibaba. Franchement, c'est tout. Oui. Tu demandes, tu veux un truc, tu l'as. Oui. Une attache, une lumière, un objectif, une caméra, un truc, c'est incroyable. Moi, j'adore passer des heures chez toi à regarder tous les trucs, etc. Oui, et du coup, un des avantages, c'est du coup que tu as du matériel Sony. On a des dotations, ouais, tout à fait. Dotations. On a des dotations tous les ans. En contrepartie, on travaille aussi pour eux. On est présent sur le salon de la photo, on donne des conférences. Le travail qu'on effectue au quotidien, on identifie Sony. Sony également utilise nos photos dans des magazines, dans de la communication aussi. Voilà. Donc c'est vraiment donnant-donnant, c'est vraiment win-win. Et à aujourd'hui, si pour X ou Y raison, on estime que
soit on a envie de tester d'autres matériels. Encore une fois, on n'est pas marié avec Sony. Si on reste avec chez Sony depuis autant de temps, c'est qu'ils ont vraiment proposé du matos qui a évolué. Ils ont toujours été précurseurs sur beaucoup de choses. Comme là, la 9.3, je sais pas si tu as vu, ils ont sorti le premier capteur, on appelle ça un global shutter. Ouais. C'est les premiers à faire ça. Et, c'est incroyable. Donc, ouais, non, c'est complètement ouf. Et donc, oui, on a cet avantage-là d'avoir des dotations. Sony te paye pour faire ce genre de prestations ou cette collaboration que vous avez tout au long de l'année, ou c'est que des dotations? On a aussi, suivant certaines choses, on a effectivement sur certains contenus où il y a des rémunérations de prévues. Ouais. Ok. Et c'est toi qui le décides ou c'est... Non, c'est établi avec eux. Il y a un forfait, c'est forfaitaire et c'est établi avec eux. Et du coup, alors, une des choses que tous les photographes et vidéastes aiment, du coup, c'est le matériel. Tu choisis le matériel que tu veux. Comment ça se passe? Si tu vas sur le site, tu dis je veux ça, ou Vraiment dans le détail, ok. Parce que je pense que c'est un peu, ça peut paraître flou pour certains, et en même temps, c'est tellement un graal que certains recherchent absolument. Ouais. Il y a beaucoup de fantasmes derrière ça, je pense aussi. Je vais être premier degré. Mais en vrai, si tu veux être ambassadeur pour les dotations, c'est pas la bonne solution. Mais je suis vraiment ultra premier degré. Okay. Mais effectivement, on choisit effectivement du matos en fonction de nos envies. On est capé, il y a un certain montant à pas dépasser, et voilà. Ok. On va faire un petit jeu. Allez. On va faire une aparté petit jeu. Let's go. C'est tu réponds quoi? J'attends pire. Genre, tu reçois un message, tu réponds quoi? Eh ben, alors, pour vous expliquer, allez, donc, on est dans le même secteur, Jérémy et moi, enfin, de la photo-vidéo, globalement. J'englobe tout parce que t'es que vidéaste, oui. Mais je fais de la vidéo, photo, bon bref, t'as compris. Je suis pas aussi multitâche que toi, clairement. Je fais que de la vidéo. C'est vrai. Parenthèse, mais je trouve ça plus valorisant et un bon photographe fera forcément un bon vidéaste. Par contre, le contraire se vérifie pas. Alors attends, refais-la. Un bon photographe. Temps d'attention, 3 secondes. Donc ça donne technique, la phrase était trop longue. Un bon photographe fera forcément un bon vidéaste. Par contre, le contraire ne se vérifie pas. En fait, une photo ne fera pas forcément un bon photographe. D'accord avec toi. Parce que, écoute, on peut en débattre avec plaisir. Parce que pour moi, une photo, elle est bonne ou elle est mauvaise. Donc, si tu sais gérer ton cadrage, ta luminosité, que tu arrives à faire passer une émotion là-dedans, tu arriveras à le faire en vidéo. Par contre, en vidéo, on peut tellement tricher. Tu vois, tu parlais du moment, si un moment est flou, c'est pas grave, tu vois, on va pouvoir quand même le garder. Donc, du coup, une photo, en fait, elle est beaucoup plus clivante et beaucoup plus sélective. Elle demande beaucoup plus de maîtrise. Qu'en vidéo, à partir du moment où tu fais rec, quand tu as le moment, tu peux bidouiller avec la séquence que tu auras avant, la séquence que tu auras après, la musique que tu vas mettre, tu vas rajouter des effets sonores. Ça passe plein de fois, ça t'est arrivé. Quelques effets, quelques glitches, tu vois. Par contre, juste une photo que tu vas scroller sur ton feed, si les gens s'arrêtent sur ta photo et la like, c'est parce que vraiment elle vaut le coup d'être likée, parce que elle provoque un impact chez les gens. En vidéo, c'est beaucoup plus facile. On a beaucoup plus d'artifices pour faire passer une émotion. Alors oui, mais... Et non. Non. Mais la différence, c'est que la vidéo est aussi beaucoup plus technique que la photo. C'est pas plus technique, ça demande plus de matos, ça demande plus d'investissement financier de matériel. Alors oui, déjà, financièrement, c'est un gouffre. Oui, mais techniquement, une fois que tu sais régler ton ouverture, enfin que t'as compris un peu la règle, ton triangle d'exposition... Imaginons, t'es en vidéo, il faut faire plusieurs plans d'un même truc, si tu veux que ce soit un peu plus dynamique, par exemple. En photo, c'est pareil. En photo, quand tu fais un reportage, tu construis un reportage de la même manière en faisant du plan large, du plan serré, en faisant des images de respiration. Mais, entre guillemets, avec un objectif, un 24-70 et un A7 IV, globalement, déjà, tu peux t'en sortir. Alors qu'avec si tu veux le faire en vidéo, tu peux pas. C'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tu sais quoi? Et on va faire plus simple. On va faire ce réel. Cette séquence, ce sera un réel. Vas-y, et on demandera aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile d'être photographe ou d'être vidéaste? Et lequel des deux a le plus de valeur à vos yeux? Voilà. Vendu. C'est à vous de décider. On va faire un petit jeu, parce que tu connais, dans notre milieu, on a des clients de tout type. Et certains nous donnent du fil à retordre. Et je dis ça parce que j'ai pas envie de me faire ban sur YouTube. Du fil à retordre. Le mec a 52 ans. Sinon, j'aurais employé un autre mot. Tu réponds quoi à un client qui te dit sympa, mais le budget est un peu cher? Ouais, mais ça, c'est mon côté commercial. C'est-à-dire, cher par rapport à quoi? C'est cher. Baissez le prix, monsieur Quirky. Qu'est-ce que tu réponds à ça? La plupart du temps, c'est quelle enveloppe vous avez prévue?
On a prévu. Si vraiment ils veulent pas me donner l'enveloppe, moi je sais de toute manière par rapport à ce que j'ai chiffré, t'as toujours cette petite marge de négociation. Encore une fois, mon passé veut que les gens, je sais qu'ils aiment négocier, donc j'ai toujours cette marge de 5-10% de négo. Encore une fois, on parle de 10%. Si vous êtes un client et que... Je viens de me tirer une balle dans C'est l'IEP clair. tout seul. Mais non, mais forcément, tu sais très bien. Et que de ce manière, quand tu t'établis tes tarifs, si tu fais ta tarification au plus juste du plus juste de ce que tu dois gagner, c'est pas bon non plus, tu vois. Enfin, forcément, le but, c'est de faire, entre guillemets, de la marge et de gagner sa vie. On est là aussi là pour ça. Qu'est-ce que tu réponds à un client qui te dit mon neveu fait pareil avec son iPhone? Appelez votre neveu. Il sera moins cher. C'est ça. Alors, le montage, parfait. Mhm. Est-ce qu'on peut juste changer la musique? C'est la pire phrase qu'on puisse entendre quand on est vidéaste. Toi-même, tu sais, il y a des millions de réels déjà dispo sur Instagram là-dessus et toi-même, tu vas en faire, il faut en faire. Arrêtez de vouloir changer la musique. Donc, ça dépend encore une fois. Moi, quoi qu'il arrive, quand je travaille avec, donc dans le mariage, ils n'ont pas le choix. Ils savent très bien que c'est moi qui choisis la musique et je suis là pour raconter leur histoire et c'est beaucoup plus souple. Par contre, pour le corpo, dans la partie pré-prod, quoi qu'il arrive, j'ai une note d'intention que j'envoie à la boîte et je leur dis la note d'intention, c'est qu'est-ce que je vais vouloir faire passer comme message dans la vidéo et je leur mets à côté des styles musicaux que moi j'estime cohérents par rapport à ce qu'on va faire. Et pourquoi pas, si j'ai le temps, de déjà avoir 3-4 pistes, 3-4 titres que je fous avec. Et si ça passe, tant mieux. S'ils me disent, bah non, on était plutôt dans ce style-là, voilà. Mais je m'évite ce genre de phrase. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé avec un très bon client, je peux m'en parler, Jolt, ils le savent. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Ils voulaient juste quelque chose d'un peu moins punchy et c'était pas trop facile, pas trop compliqué de refaire le montage. Il faut savoir que vraiment, quand vous dites, quand je dis vous, c'est vous les clients, quand vous dites alors ouais, c'est parfait le montage, tout est nickel, juste la musique on la change et on est bon, en fait c'est le truc le plus chiant à modifier parce que en fait généralement on cale le rythme de la musique sur les images, C'est ça. les changements, les mouvements, les séquences, les transitions. Et quand vous dites juste la musique, en fait, ça nous oblige à reprendre une autre musique, du coup, à décaler le montage. Et donc, du coup, il faut raccourcir certaines séquences, rallonger d'autres. Et en fait, on raconte plus la même chose. Et c'est, en vrai, c'est chiant et c'est le bordel. De fou. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit ça te dirait pas qu'on fasse un partenariat? Parce que j'ai des followers sur Instagram. Oh, il a regardé Tony. Aïe, 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 aïe. Non. Blague à part. Des partenariats, on en a fait, en toute transparence. Ouais. À plus ou moins ordre d'échelle important, c'est-à-dire plus ou moins de remises en fonction des profils. En vrai, pourquoi pas? Sérieusement. Si vous pensez que la cible à laquelle vous vous adressez, si les followers que la personne a sont potentiellement une cible pour vous, pourquoi pas en soi? Tant que c'est du win-win. Ouais, encore une fois. Par contre, j'en sais rien. Moi, si le mec vient te voir et te dit moi, mes abonnés, c'est des gamins de 18 à 22 ans ou 25 ans, ça m'a... Non. Bah voilà, clairement, c'est pas ma cible, tu vois. Par contre, si je peux même citer des noms si tu veux, on a fait l'anniversaire de ta future ex. Alors, non, de ma future femme, tu veux Ta dire? future femme. Ouais, on a fait l'anniversaire donc d'Iris Mitner. Passe un message à Iris, s'il te plaît. Non, c'est toi. Toi, passe-lui un message. Qu'est-ce que tu lui dirais là si tu la voyais? Bah, Iris, mon ami a fait une vidéo de toi pour ton mariage, pour ton anniversaire, pardon. Anniversaire, ouais. Je pense que j'aurais dû être à cet anniversaire. Je pense que j'aurais dû être avec toi à cet anniversaire. Iris, on a fait une vidéo ensemble. Ah, c'est vrai. On a fait une photo, pardon, à un événement privé Hublot à Paris il y a quelques années. Tu as rigolé à une de mes blagues. Je pense qu'on est fait pour être ensemble. Mais donc du coup, tu vois, concrètement là-dessus, tu vois, tout n'était pas payé à 100%, mais clairement, enfin, on a le même âge qu'elle, c'est clairement la cible, tu vois, de fou. Donc, et puis c'était ultra intéressant, ultra enrichissant. En vrai, on a rencontré la personne adorable, très simple, zéro prise de tête, limite zéro filtre. Et donc c'est plus à nous de à la fin, en fait, des fois, elle disait des conneries en mode. Par contre, ça, on est d'accord, tu mettras pas dans la vidéo. Hein. Mais vraiment complètement à l'aise. Ouais, ma femme, elle fait des trucs comme ça, des fois. Voilà. Non, mais vraiment très, 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 très cool. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit
Est-ce que je peux te prendre les rushs, s'il te plaît, pour en faire une autre vidéo? Alors, tu ne les prends pas, je te les vends avec grand plaisir. Tu vends tes rushs? Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr, bien sûr. Et si quelqu'un prend tes rushs sans te le dire pour en faire une autre vidéo à côté, on va dire un peu plus homemade, Never. ça t'énerve? C'est pas que ça m'énerve, c'est que j'envoie un message et je lui demande de supprimer le contenu. Parce que si moi j'ai communiqué ou si toi t'as déjà communiqué en disant bah voilà on a fait une vidéo avec Jérémy The Quirky avec mes images de base et que tu les prends et que tu refais un autre truc avec, dédicace au... Non, je sais pas dire des noms encore. On a fait un truc ensemble, j'ai fait un truc grâce à toi d'ailleurs. Le mec il met du sang. Normalement à la base moi dans mon contrat c'est un usage unique, la vidéo c'est un one shot, je te fournis un truc et tu l'utilises tel que c'est. Ouais. Tu la redécoupes pas et tu la remixes pas avec d'autres vidéos, c'est pas prévu comme ça en fait. Ou si c'est le cas, je valide et si je valide, tu payes en plus parce qu'encore une fois c'est un but commercial donc normal. Ok. Et la dernière, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit j'aurais pas fait comme ça, ou alors tu devrais essayer plutôt comme ça ce plan? Tiens, prends ma caméra, fais-le. Ça te vénère? Non, encore une fois, ça dépend qui, comment, pourquoi, et ça dépend vraiment du contexte. Comme je te disais, en vrai, je suis ouvert si... moi, souvent, alors quand je bosse avec Béa maintenant, un peu moins parce que oui, encore, parce que maintenant, j'ai un peu l'habitude, je sais comment elle travaille, mais quand je bosse avec d'autres photographes qui ont parfois un regard différent de ce que j'ai l'habitude de faire, souvent, je regarde ce que eux regardent. Et j'essaie de me mettre à leur place et de dire, ah ouais, tiens, ils ont vu un truc que moi, j'ai pas forcément vu. Okay. Donc non, en vrai, non, je suis ouvert et je lui dis, allez, vas-y, montre-moi ce que t'as vu et ça peut peut-être être intéressant. Avant de passer en tour de rien à faire papillon, ça m'intéresse un petit peu les débats sur la photo, la vidéo, même les réseaux sociaux en général, parce qu'on évolue aussi là-dedans. Il y a quelques temps de ça, t'as fait un buzz. Alors, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais, mais en tout cas, il y a eu un buzz autour de la certification Instagram. Il y a eu, ça a fait parler. T'as eu des longs messages, etc. T'as eu beaucoup de gens qui t'ont contacté, qui t'ont écrit, qui ont donné leur avis. Des influenceurs aussi, qui sont amis avec toi, qui sont intervenus dans le débat. Et pour faire revenir un peu dans le contexte, c'est le moment où Instagram, du coup, a ouvert sa certification. Donc, du coup, la pastille bleue à tout le monde qui voulait la payer. Yep. Et il y a eu deux teams. Il y a eu la team, si vous êtes des pigeons, payez 12 balles pour... c'était 12 balles? Ça doit être 14 euros, 15 euros. Vous êtes des pigeons, Instagram, ils vous utilisent, blablabla. Et il y a ceux qui ont dit, bah non, moi je l'utilise parce que c'est un outil supplémentaire d'Instagram qui me permet d'avoir ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, du coup, tu es certifié Instagram payant, du coup. Donc, arrivé après les certifs que Instagram t'offrait parce que tu t'es revendiqué en expert de ton domaine. C'est quoi ton avis là-dessus maintenant? Et ça fait quoi? Ça fait un an, un truc comme ça? Ouais. Alors, spoiler alerte, ça ne rapporte pas plus de vues, plus de commentaires. Insta ne te met pas plus en avant parce que tu as l'assertif. Ça ne change c'est un peu une illusion que les gens se disent en disant tiens, si je paye, je vais être plus. C'est ça. En revanche, je trouve malgré tout que, alors ça n'apporte pas plus, mais en tout cas, quand toi tu es derrière ton téléphone et qu'une personne avec le petit signe bleu te like, t'as tendance à aller cliquer dessus, alors que quand ton profil, justement, parce que tu sais que j'aime bien ce côté, le côté ranger un peu il y a des gens, ils s'en fichent en fait et ils se disent que certification ou non, enfin ils y font même pas attention à ce petit tic bleu. Par contre, il y a des personnes qui ont un profil un peu égo, justement, où ils vont se dire ah tiens, c'est quelqu'un de reconnu. Alors je sais pas vraiment, t'as quand même maintenant ce doute de se dire est-ce qu'il l'a payé ou pas, mais qui est venu commenter tu peux le voir, et tu vas aller checker son compte, oui effectivement, et tu vas aller regarder le nombre d'abonnés, tu vas plus aller creuser ce qui se trouve derrière cette personne-là sur un commentaire, effectivement. C'est vrai que je suis mitigé parce que, alors là je te donne mon avis perso, tu vois là par exemple, je sors une série de réels en rapport avec le podcast, donc là c'est avec Tony, du coup il y a des personnes certifiées qui likent la vidéo. Je suis partagé parce que, alors effectivement, ça me donne envie de cliquer sur le lien bleu, parce qu'il y a, je sais pas, 100, 200, 300 personnes qui like. Je regarde pas les 300 profils, tu vois. Mais en revanche, dès qu'il y a un truc bleu, ça m'interpelle plus et parfois, je vais cliquer dessus. Et du coup, il y a cet effet un peu qui se coule de « Ah, il y a un mec certif qui a liké la vidéo, je vais voir ce qu'il fait. » Et je tombe très vite un peu déçu parce qu'il est certifié avec 1000 abonnés. Et donc du coup, bon, ça m'intéresse moins et du coup, je perds direct la hype de tiens, je vais essayer de me creuser son contenu. C'est quoi ton avis là-dessus? En vrai, c'est pas indispensable.
Si tu peux te permettre de dépenser 15 balles par mois pour, ça peut avoir son petit effet sur certaines personnes. En vrai, c'est pas un game changer. Ok. C'est pas indispensable. Et du coup, toujours dans ce côté-là, un peu autour des réseaux sociaux, etc., qu'est-ce que tu penses des influenceurs qui régissent un petit peu la photo-vidéo actuellement? Il y en a Qui régissent, c'est-à-dire qui sont mis en avant, tu sais, qui sont reconnus, entre guillemets, Ouais. en tant En France qu'influenceurs. Je connais pas trop les internationaux, Ouais. mais plutôt en France. C'est quoi ton avis là-dessus? Vers quoi on évolue? C'est quoi Parce que toi, t'es un petit peu suivi sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un peu un influenceur créateur de contenu? Non, j'ai failli. En fait, il y a eu cette période au tout début quand moi je suis rentré ambassadeur et que j'ai rencontré du monde. J'ai eu la chance de faire une table ronde avec Romain Lannery, avec Steven. J'ai fait du contenu avec Steven aussi, avec Guy Ruche. J'ai rencontré Riyad également, Riyad Galmaoui, Riyad Oug. J'ai rencontré Paris Explorer. Enfin, JC Pierry, c'est plein de gens dont je respecte énormément le travail. Mais qui ont quand même cette double casquette ils font pas que du contenu sur les réseaux. À côté, tu vois, ils produisent du contenu. Moi, j'ai un souci aujourd'hui avec les gens qui se disent avoir une autorité de compétence dans le domaine, mais qu'à côté de ça, en fait, ils font des vidéos sur YouTube pour parler de vidéos sur YouTube. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. À côté, ils font rien. Et c'est plus ce côté-là. Aujourd'hui, il y a plein de youtubeurs que je calcule même pas parce qu'en fait, pour moi, ils n'ont pas d'autorité de compétence dans le domaine. Par contre, quand t'as JC Pierry qui va te parler de la photo de Safari, par exemple, je sais que le mec, c'est un master dans son domaine. Exactement. Donc, quand tu vas avoir qui je peux prendre en référence tu vois, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête là tout de suite, c'est triste. Désolé les gars. C'est chaud. Non mais c'est vrai parce qu'il y a eu... Mais encore une fois, c'est une autre façon de faire. En fait, c'est un métier ce qu'ils font. Et encore une fois, je respecte énormément. Ouais, ça demande beaucoup de taf de faire ce qu'ils font. Le problème pour moi, c'est que des fois, tu peux être un peu trop décorrélé du business. Okay. Et de perdre contact avec vraiment le terrain, qu'est-ce qu'un client vraiment peut attendre. C'est un autre métier. C'est ça. Quand tu vois des formations des formations business d'un mec ou sur son site, sur son YouTube ou sur son Insta ou sur son LinkedIn, il y a R, j'ai pas envie de l'écouter. Ça va arriver à ton troisième effet papillon. Pourquoi tu as choisi le mariage? Et je sais que tu m'as dit que c'était en rapport avec un conflit que tu as eu dans le passé et qui a fait que tu as voulu te diriger vers ce mariage, vers ça. Je corrige. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, clairement. Alors, le mariage, je l'ai pas choisi. Enfin, ça s'est imposé à moi-même parce que Béa faisait du mariage et j'ai découvert au travers le métier au travers de ce que Béa faisait en fait. Je l'ai pas choisi à proprement parler. Ça s'est imposé à moi. Et en fait, au début, quand j'ai commencé la vidéo de mariage, donc tu t'inspires beaucoup de ce que font les autres. Et clairement, quand je dis inspirer, c'est copier. Quand tu non, mais vraiment, je crois qu'on a tous fait ça au début. Quand tu débutes dans un domaine, que tu sais pas par où prendre le truc. Après copie comique, copie mariage. Exactement. Et du coup, tu te dis, tiens, en fait, il y a des gens dont tu admires le travail, tu essaies de comprendre. Pour comprendre, tu refais la même chose et après, tu adaptes les trucs à ta sauce. C'est un peu ma façon de voir, en tout cas, comment apprendre, en tout cas, rapidement et facilement les choses. Et une fois que tu as passé ce step-là, maintenant que tu fais ce métier-là et tu dis, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce qui me fait kiffer, en fait, aujourd'hui dans ce métier-là? Au début, c'était plus un échappatoire qu'autre chose. Et oui, je t'en ai un peu parlé rapidement. En fait, ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui dans ce que je fais, c'est le fait de se sentir utile. On en a parlé aussi un tout petit peu au début. Je fais beaucoup de prod à côté pour des marques de fringues, pour des pistolets de massage. C'est cool, c'est marrant, je prends plaisir. Mais après ça, il se passe rien. Enfin, ton contenu il va être swipé et next, tu vois. Par contre, quand tu fais une vidéo de mariage, tu sais que ton travail, il va rester dans la famille et il va être ancré avec le temps. Et moi, j'ai un souci, effectivement, par rapport à ça. C'est que oui, comme je t'ai dit, ma mère m'a mis dehors, j'avais 17 ans. Clairement, moi, la notion de famille, je ne l'ai pas. Pour moi, ma famille, c'est la famille de Béa. J'ai passé plus de temps aujourd'hui même avec la famille de Béa qu'avec ma propre mère, tu vois. Okay. Et ça résonne chez moi quand je vois le mariage, c'est l'union de deux familles, c'est un moment le plus festif généralement. T'as 3-4 moments dans ta vie qui vont rythmer. Tu vas avoir ton mariage, tu vas avoir le premier gosse, tu vas avoir l'achat de ta maison. C'est vraiment des moments piliers de ta vie. Et quand tu vois, avec le temps maintenant, j'accorde plus d'importance par exemple à des choses qui me paraissaient futiles comme les câlins à la fin d'une cérémonie, les embrassades.
c'est des choses à l'avant je cherchais que du beau. Il fallait que la mariée soit belle, il fallait une belle lumière, un beau cadrage. Et maintenant je le fais toujours, c'est important, tu vois. Mais maintenant ce que je vais aller plus chercher, ça va être ces moments de vie, ces échanges. En plus on est passé par une période, on va y revenir rapidement aussi, c'est le Covid, tu vois. Moi post-Covid, les mariages ça a été un enfer. Les gens ils s'embrassaient plus, ils se prenaient plus dans leurs bras, il y avait des distances de sécurité à respecter. Enfin, c'était un truc de Va raconter un bon moment après ça. C'est ouf. Et j'ai fait moi des mariages avec des gens masqués aussi. Ah, l'enfer. Ouais. Donc bref, quand tu mets tout ça bout à bout, effectivement, tu te dis bah tiens putain, en fait c'est cool, je suis utile, je fais un métier utile. Je sers à quelque chose et j'essaie de réparer aussi peut-être moi quelque chose que j'ai pas eu peut-être. On va pas rentrer dans la psychologie à 2 balles, mais ouais. Ta mère, elle est au courant de cette référence? Je sais rien du tout. Ça fait 18 ans que je vais pas parler. Non, attends, ça fait 21 ans que je vais pas parler à ma mère. Ok. Et est-ce que t'arrives à trouver du bon dans cet événement négatif? Est-ce que t'as réussi à convertir ça? Parce qu'au début, bah, c'est dur et c'est un moment très difficile. Est-ce que tu te dis finalement, tu vois, dans le mauvais, finalement, c'est bien que ça me soit arrivé parce que maintenant j'ai fait tout ça, je suis. Ah, mais clairement, enfin. C'est un mal pour un bien. Je serais pas avec Béa de toute manière. Ma mère, en plus d'être une connasse, elle est doublée d'une raciste. Béa est métissée. Non, mais vraiment, clairement, tu vois. Et je sais très bien que si j'étais resté dans cet univers familial-là, clairement, j'aurais pas eu la même vie encore une fois. Clairement. C'est marrant parce que t'as vraiment. J'ai l'impression quand même que t'as vraiment eu le choix à un moment, tu sais, un peu comme Neo dans Matrix. La pilule rouge. Non, mais je te jure, je vois ta vie un peu comme ça, avec 2 choix dans ta vie. Ouais. Et t'aurais pu, tu sais, continuer à parler à ta mère et continuer ton taf chez Xina. Ouais. C'est un peu l'histoire de tout le monde et toujours, t'as toujours chemin A, chemin B. C'était à l'époque, mes potes ils m'appelaient toujours chemin B parce que je prenais toujours le chemin de merde. Tu connais pas ça, chemin A, chemin B? Béa aussi. Ouais. Elle fait des choix des fois. Ouais, chemin A, chemin B. Mais t'as toujours effectivement 2 alternatives et tu le sais, tu le vois, les routes qui s'ouvrent à toi et te dire, en fait, je pense qu'on a ce point commun là, je crois que t'en as parlé un peu avec Tony aussi, c'est que t'aimes bien calculer toutes les éventualités avant de prendre une décision. Oui, j'en parlais quand je disais qu'avant d'accepter Kiev, moi je réfléchis au plan A, B, C, D, E, F et j'ai 4 coups d'avance sur chaque truc pour me dire est-ce que c'est ok ou pas. Et ben là c'est la même chose, tu sais dans ta vie de toute manière quand t'as des chemins, un chemin qui s'ouvre, tu peux entrevoir ce qu'il y a au bout de ce chemin là et après c'est toi, tu prends ta décision. Voilà. Mais je trouve que tu représentes très très bien l'effet papillon. Ouais. C'est vrai, parce que t'as des choix qui sont hyper cornéliens. Tu vois, c'est dur de devoir se... Je l'ai pas choisi par rapport à ma mère. Ouais, mais tu vois, il y a des choix que tu choisis ou qui se présentent devant toi que tu ne choisis pas. Ouais. Mais c'est un événement qui, au final, t'as vu où t'en es maintenant. Et t'es un master dans ton domaine, t'es épanoui. Ouais. T'as une femme avec qui tu travailles depuis longtemps. 10 ans. Bah, on a monté, je te dis, il y a ça à faire, c'est la 10e année. On fête les 10 ans de The Quirky là cette année. Et je trouve ça exceptionnel. Ouais. C'est pas facile, des fois. Mais ouais, clairement. Et qu'est-ce que tu retires tout ça finalement? Au final, c'est du positif. Ouais, c'est que du positif. Après, forcément, t'as des moments qui sont... mais c'est même pas des regrets, c'est que t'as des périodes de l'année. Noël, clairement, tu vois, enfin quand... mais même dans les mariages, tu vois, des trucs cons, des fois on en rigole avec Béa, mais moi, le jour où je me marie, il y a R comme famille. C'est-à-dire qu'il y a ni mon père, ni ma mère, j'ai pas de frères et sœurs, j'aurais pas mes grands-parents, j'ai pas de cousins, cousines. En vrai, littéralement, et du coup, c'est chelou, tu vois. En fait, aujourd'hui, ma famille, c'est la famille de Béa et mes potes, en vrai. Donc, tu vois, tu te dis, ouais... Je me dis un peu la même chose, parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, et du coup, j'ai plus trop de famille, j'ai que ma mère et 2-3 personnes autour, etc. Et des fois, pareil, on parle de ça, des mariages et tout, je fais... Et s'ils disent, ouais, nous, je pense qu'on aura au moins 150 invités. Je fais, mais moi, je les trouve pas, les 200. Mais je pense que même si j'invite les copains de mes copains, je pense que j'ai même pas, tu vois. Et au final, je me suis... Alors, il y a des choses tristes, comme tu dis, pareil, Noël, c'est un enfer pour moi, ce genre de choses. Mais je me dis, finalement, tu vois, je prends un peu le mal pour le bien, parce que cet événement-là m'a permis de faire des choses. Je pense que je ne serais pas du tout là où j'en suis si rien ne s'était passé, ou s'il était toujours là, etc. Tu vois. Et au final, je me dis, mes amis, tu vois, c'est la famille que j'ai jamais eue, tu vois. Et donc, du coup, tu choisis aussi, c'est l'avantage. Et du coup, mes amis sont devenus ma famille. Ouais, clairement, ouais, je suis d'accord.
Puis après, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus simples, tu vois. Enfin, des fois, quand tu vois dans les familles les histoires compliquées et tout, l'avantage, c'est que moi, c'est voilà, Ouais, tu vois, c'est Pas de soucis au moins. Non, tu vois, y a c'est pas très, de- très, très, très simple. Du coup, merci d'être livré un petit peu dans ce podcast. Merci pour cette psychanalyse. Ça fera 80 €. Le docteur Z. Il y a encore plein de choses qu'on aurait pu aborder sur les influenceurs, sur les prestations, sur la qualité, le prix d'une presta, la qualité. On se revoit dans un an. Mais je pense qu'on fera un épisode 2 Vas-y, avec si plaisir. ça plaît aux gens. On finit toujours par un petit questionnaire. Allez, Il faut répondre le plus vite possible. vas-y, let's go. Et après, on en aura fini. Est-ce que tu as déjà pleuré devant un film? Oui. Lequel? C'est une série et c'était le truc le jour, là, un jour sur Netflix dernièrement. Ok, je connais pas. À voir, clairement. Est-ce que tu as déjà utilisé la notoriété pour avoir des avantages? Oui. C'était quoi? Plein de trucs. Ok, dans l'épisode 2. Salon de la photo, clairement. Tu te balades au salon de la photo, tu regardes, tu t'arrêtes sur un stand, les gens te calculent pas. Tu sors ton badge Sony, tu sais, tu fais pendre juste la dragonne Sony. Les gens ils viennent te voir et disent alors on peut peut-être vous renseigner. Oui, connard, ça fait 1 heure que je suis sur ton stand, tu m'as même pas calculé. Bref. Est-ce que tu as déjà triché pendant un examen? Oui. Est-ce que tu peux regarder des formats de plus d'1 heure sur YouTube? Oui. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je préfère pleurer dans une Porsche que de rire dans le métro. Tu n'attendais pas à ça comme réponse. Est-ce que tu pourrais tout quitter pour faire un autre job? Oui. Tu préfères quoi? Plein de trucs. Je sais pas. Si tu fais pas vidéaste, ça serait quoi ton truc que tu préfères? Si j'étais pas vidéaste, j'en sais rien, je serais capable d'ouvrir un resto, tu vois, pourquoi pas? Ok. En vrai. Est-ce que les commentaires des haters t'affectent? Oui. Beaucoup? Oui, bah oui, parce que tu sais très bien le nombre d'heures qu'on passe sur un contenu, qui soit bon ou mauvais. Je veux bien être. Tu me dis, ouais, ça me plaît pas. Plus sur la forme, de l'aspect technique, plus sur le fond. Enfin, juste argumente, tu me balances pas juste c'est de la merde ou c'est rare. Après, moi, l'avantage, quand même, honnêtement, c'est très rare sur Insta. Insta, c'est plutôt bienveillant. Ouais. VS YouTube. Et encore YouTube, j'y ai passé quand même quelques temps. J'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai sorti quelques vidéos, mais dans l'ensemble, c'est aussi. Je suis pas très clivant comme gars, tu vois, donc généralement ça va. Mais ouais, quand t'as des mauvais commentaires ou des mauvais avis, forcément, ouais, j'y accorde de l'importance, bien sûr. Merci. à Merci toi. pour tout. Tu peux regarder cette caméra si t'as... Non, celle-là. Celle-là, ok. Si t'as quelque chose à dire, si tu veux parler un petit peu de ce que tu fais, où c'est qu'on peut te retrouver. Là, tu as 30 secondes. Et pas comme le premier invité qui a mis 4 minutes. Non, ben, je te le dis aussi à toi, mais merci encore une fois pour l'invitation. C'était vraiment super agréable. On a vraiment passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Vous avez peut-être appris 2-3 petites choses. Petite parenthèse, il y aura mon premier court-métrage que j'ai tourné il y a maintenant 1 an et demi qui sort là le 14 juin sur YouTube. Encore une fois, là pour le coup, vous pourrez critiquer parce que c'est ultra perfectible. Il y a plein de points à améliorer. Mais voilà, ça sortira là le 14 juin. Et sinon, moi, après, pour moi, c'est la routine. Là, je reprends la saison de mariage et c'est la grande ligne droite jusqu'à octobre. Donc, voilà. On peut, si par hasard des personnes voient la vidéo et qui veulent un vidéaste de mariage, on peut te contacter? Ouais, sur Insta, principalement sur Insta. En tout cas, merci. Et je suis content de voir quelqu'un du métier qui est aussi cool, chill, qui se prend pas au sérieux et qui est, moi je le dis, j'ai aucun problème à le dire, qui a vraiment un master dans son domaine et qui se prend absolument pas au sérieux. Et ça, c'est rare. Et du coup, il faut que tu continues comme ça. Merci. Je te fais un câlin maintenant ou on coupe et je te fais un câlin? Merci pour le podcast. Merci à toi. Allez, ciao.